Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans cette première émission de Tête à Clash, donc la nouvelle émission de TV Liberté. Alors, pourquoi on l'a appelée Tête à Clash? Parce qu'on a ici, j'espère, des méchants, ou des gentils, des intelligents, ou moins intelligents, des têtes à claque, sans doute. J'aimerais vraiment. Des gens qui vont avoir, en tout cas, beaucoup d'arguments pour cette émission qui est une émission où on va aborder tous les sujets de l'actualité immédiate, beaucoup de politique, parce que c'est l'actualité des présidentielles qui va nous occuper dans les semaines qui viennent. Alors d'abord, je vais vous les présenter, tous ces invités. Et je vais commencer par Son Altesse de Bourbon-Parme, Charles de Bourbon-Parme. Le pauvre. Bonjour. Écoutez, c'est quand même assez rare qu'on ait une Altesse autour d'un micro, donc moi je suis extrêmement honoré de vous avoir avec nous, monsieur de Bourbon-Parme. Vous êtes gérant de société et vous êtes également écrivain. Exact. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci. Vous nous parlez de votre livre parce qu'il paraît qu'il n'est pas simple à trouver. Alors oui, j'ai écrit un livre qui est sorti en septembre qui s'appelle Le bon sens au pouvoir. Et c'est un livre qu'on trouve sur Amazon et uniquement sur Amazon car il ne sera dans aucune librairie. Okay. Mais vous allez le vendre quand même, parce qu'Amazon, je le vends. L'éditeur me disait qu'on était un petit peu au-dessus de 2000 exemplaires depuis le mois de septembre. Mais c'est sous le manteau, donc je suis assez content de ça. Sous le manteau d'Amazon. Ok, très bien. Merci. Alors, deuxième invité, Charles Becbédé. Charles Becbédé, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et élu local dans un arrondissement communiste quasi, qui est le 8e arrondissement de Paris. Hein, oui. Dissident. C'est ça. Divers droite. Oui, d'accord. Très bien, je continue. Christian Combaz, vous êtes écrivain, essayiste, chroniqueur. Oui. Je dois ajouter autre chose. Oui, je fais de la chronique depuis 30 ans. D'accord. C'est de moins en moins simple. Voilà. Ok, très bien. Merci d'être là en tout cas. Merci. Et Serge Federbusch, alors vous avez, vous, un CV, en tout cas tel qu'il m'a été communiqué, un petit peu long comme le bras. Vous êtes président du Parti des Libertés. Donc j'ai une activité politique, j'étais élu parisien aussi. Et puis à la suite d'un clash sans grande tête avec Nathalie Kosciusko-Morizet, donc justement avec Charles, on a monté une liste qui était une liste libre à Paris. D'accord. Voilà. Et puis, bon, à côté de ça, j'écris pour Atlantico, Le Figaro, et je publie des livres aussi. Je suis essayiste. C'est le dernier, avant que vous le suggériez. C'est Nous, Fossoyeurs, un bilan, le vrai bilan des années Hollande, puisque là, il est en train d'être escamoté. Ça va être un des sujets dont on va parler, puisque bon, aussi bien Macron que Hamon, qui sont en fait co-responsables de ce bilan, font et parviennent aujourd'hui à le faire oublier. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, ça commence, c'est chaud, c'est exactement ce qu'on veut. Merci. Alors, premier principe dans cette émission, c'est que j'ai envie de vous poser la question à vous qui inaugurez l'émission et qui reviendrez sans doute. J'ai envie de vous demander votre pronostic pour les présidentielles, parce qu'on est à 54 jours du premier tour. Est-ce que ça se cristallise? Est-ce que ça se cristallise pas? Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu mou. Mais je voudrais vous entendre là-dessus. Sachez que je vais noter vos pronostics, que quand vous reviendrez, je vous interrogerai dessus. Non pas pour savoir si vous êtes trompé ou pas, ça on s'en moque, mais pour savoir si vous avez bougé. Alors je vais céder la parole à Monsieur Combaz, si vous voulez bien commencer. Moi, brutalement, je pense que Marine Le Pen est dans le sens de l'histoire. Elle le dit elle-même d'ailleurs. C'est pas faux. Elle a toutes les qualités, non pas qu'elle pourrait souhaiter, mais que le peuple pourrait souhaiter en ce moment. Le peuple a besoin d'un acteur, d'une actrice, elle l'est. Il a besoin d'un changement de paysage, elle le représente. L'autre, Macron, représente plutôt le mouvement, c'est-à-dire... Mais attendez, vous êtes en train de me dire que Marine Le Pen est en finale? Oui. Et vous pensez que le deuxième, c'est Macron, pour une raison simple, c'est que Macron, il est en marche, mais le paysage ne change pas, c'est lui qui bouge. Tandis que Marine Le Pen propose visiblement de changer le paysage. Or, moi, j'adopte là le point de vue, c'est pas du tout du wishful thinking, hein, j'adopte le point de vue du comptoir, c'est ma spécialité. J'entends les gens autour de moi, partout en France, surtout en province, dire qu'ils veulent que le paysage change. D'accord. C'est tout. Ok, ça c'est les deux finalistes, mais vous avez un vainqueur? Oui, je pense qu'elle va finir par l'emporter dans les mêmes conditions. Oui, dans les mêmes conditions, alors de manière très acrobatique probablement, mais dans les mêmes conditions que Trump, après des tentatives de vol, de déni de réalité de la part du pouvoir en place, de la part des commentateurs. On va essayer d'altérer
le jugement du peuple. Ça me paraît évident. Ok. Mais ça, c'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous entendez au comptoir? Alors, les deux. C'est-à-dire que je pense qu'elle va bénéficier des efforts qui vont être accomplis pour la faire trébucher. D'accord. Et c'est déjà en route. Enfin, c'est un peu une vision paranoïaque. Non. C'est-à-dire que je la suis pas. Elle est un peu parano, mais pas tant que ça. Il y a effectivement une chape de plomb qui se referme peu à peu, mais je pense que le peuple va veiller à ce que ça reste ouvert. D'accord. Oui. Ok, très bien. Bon. Donc, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, ok. C'est pas très original, mais ça me convient. Et ça, en revanche, ce qui me paraît plus étonnant, c'est que vous sentiez que Marine Le Pen soit en mesure de gagner. Le problème, si vous voulez, c'est que la politique, c'est aussi l'irrationnel, et là, on est en plein dedans. Comme dirait Macron, il y a un côté magique. Le côté magique est de son côté à elle. D'accord. Macron n'a rien de magique du tout. Ok. Macron est fabriqué comme une campagne. Bon, on verra ça. On va revenir là-dessus. Ok. Alors, Charles Beigbeder. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, c'est Fillon. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux. Je passe donc les soubresauts de cette affaire malheureuse qui entache le début de la campagne de François Fillon. Je reviens sur les fondamentaux qui ont fait qu'il a triomphé lors de la primaire de la droite et du centre. C'est la révolution conservatrice, c'est la synthèse des droites. À l'américaine À l'américaine, absolument. Et ce besoin de rétablir l'ordre sans désordre. Et le besoin de réforme. Et donc c'est Fillon au second tour contre Marine Le Pen. Ça, vous voyez pas ça, que Marine Le Pen n'y soit pas. Hein. Bien sûr. Ouais. Et puis c'est une victoire haut la main de François Fillon au second tour, parce que c'est ce besoin, encore une fois, de rétablir l'ordre, sans chaos monétaire, sans clivage, je vous entends, mais voire guerre civile dans les banlieues. Et le Français qui est un paysan a du bon sens. Et à un moment, au premier tour, il peut s'énerver, mais au second tour, il est assez conservateur et prudent. Macron est une illusion. C'est une bulle. Vous pensez que c'est un qui va ballon exploser. Absolument. D'accord. Et pourtant, on peut quand même penser que François Fillon est sérieusement plombé par ce qui lui arrive. Vous pensez qu'un cheval, au départ de la course, avec tant de poids dans la selle, il y arrive? Il a un socle, il a une sorte de plancher de pierre à 17-18%. Oui. Dans la rue, au comptoir, il y a des gens qui le soutiennent en dépit du lynchage médiatique. Et donc il est à 17-18, 20. Et donc il lui suffit de pas grand-chose pour se qualifier pour le second tour, puisque Macron est une bulle qui va exploser. D'accord. Et dans l'air du temps, le fait qu'on ait plutôt envie de gens sans affaires, qu'on ait envie de gens qui incarnent une forme de propreté, d'idéal de l'homme politique, de la femme politique qui n'aurait pas été impliqué dans des affaires, on ne pensait pas que Fillon va être balayé par Donald Trump n'était pas complètement exempt d'imperfection. Ça ne l'a pas empêché d'être élu. Je crois qu'il faut arrêter de penser que les hommes politiques doivent être des saints. C'est une hypocrisie. D'accord, très bien. Charles de Bourbon-Parme, alors vous êtes où là-dessus? Sur ces finalistes et vainqueurs? Tout ça est absolument passionnant. Oui. Mais j'aimerais qu'on nous montre tous les candidats, parce que pour le moment, nous n'avons que les candidats des sondages. Alors, il y en a deux qui sortent du chapeau, on nous en parle tout le temps, Monsieur Macron et Madame Le Pen. Mais je pense que tout ça va changer. Je pense que Vous les pensez Français... qu'il y a des candidats qui ne sont pas encore dans les radars et qui vont apparaître? Moi, je rêve du personnage fabuleux qui va sortir du chapeau. Alors, Oui. je suis peut-être un ultra optimiste, ou j'ai peut-être des rêves qui ne se réaliseront pas, mais j'aimerais voir ça. Et ce serait qui? Ah ben ça, Qui est-ce que vous l'avenir. avez dans votre radar? Ça, j'ai absolument aucune idée. Moi, je pense que, comme disait Charles tout à l'heure, la personne exempte de tout problème n'existe pas, mais ça n'évite pas que qui que ce soit peut sortir du chapeau. Mais j'aimerais bien et qu'il nous fasse rêver par-dessus le marché. Non, mais ça serait quoi? Ça serait un roi, par exemple? Parce qu'avec le nom que vous portez, on peut s'imaginer que vous souteniez Mais on pourrait un retour à la royauté. Et pourquoi pas une reine? Oui, Pourquoi pas une reine? Pourquoi pas? Mais je pense que, alors, pour revenir à la... Pourquoi pas? Il faut laisser toutes les portes ouvertes. Oui, mais certaines règles. Oui, mais ceci dit, moi je pense que les Français aujourd'hui vont
qui se précipite dans tout ce qu'on nous présente et dans tout ce que la presse veut bien nous présenter. Et je pense qu'il y a d'autres outils aujourd'hui dans lesquels les Français vont aller se chercher des réponses. Et je pense que les Français vont voter pour des programmes plus que pour des personnes. Et dans ce cas-là, pour moi, le pronostic, je dirais... On va y arriver, parce que moi, je vous attends quand même. C'est Fillon. Pour moi, Fillon sort finalement. D'accord. Face à qui alors, pourquoi pas Madame Le Pen pour moi, il y a fort de chance. Mais c'est Fillon, pour le programme, pour son programme. Pas pour le personnage, le programme. Je crois qu'on va dépasser J'aimerais que l'on dépasse l'idée d'hommes ou de femmes politiques pour ne regarder que les programmes et le sauvetage de la France. Ok. Pourtant, la Ve République, c'est quand même un peu la République où on vote pour une personnalité presque avant un programme, non? Pourquoi ça changerait cette fois-ci? Et regardez autour de nous, beaucoup de choses changent. Et je dirais même que beaucoup de sondages qui nous ont annoncé tout un tas de choses dans le passé se sont tous avérés être totalement à 2 mois du premier tour. Mais à 2 semaines. Ok. Très bien. Bon. Ça, je suis un petit peu sans voix, mais en merci. Tout cas, j'aimerais bien. Merci. J'aimerais bien. Et j'aimerais bien surtout que la prochaine fois, vous nous disiez qui est le candidat mystérieux, Monsieur X, qui va apparaître dans les radars. Mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui sorte du chapeau. D'accord. Très bien. Vous êtes une femme aussi. Mais pourquoi pas? Très bien. Bon. Alors, allez-y, monsieur. Oui, je crois qu'il faut, à chaque fois, il faut en permanence faire la distinction entre ce qu'on souhaite et ce qu'on analyse et ce qu'on peut prévoir. Ça, c'est vrai. Donc là, je ne vais pas parler de ce que je souhaiterais, je vais parler de ce que j'analyse et ce que je peux prévoir. Je pense qu'il y a une arnaque en cours de constitution, une arnaque politique phénoménale, c'est l'arnaque donc Macron. En tête, je pense qu'il y aura Marine Le Pen parce qu'effectivement, elle est sur des fondamentaux de réaction un peu nationaliste ou patriote, enfin peu importe la façon dont on présente les choses, mais enfin elle est sur quelque chose de dur, d'assez granitique, et ça m'étonnerait qu'elle puisse, quelles que soient d'ailleurs les affaires qui lui sont plus ou moins fabriquées aujourd'hui en matière pénale, donc en tomber. Alors derrière ça, je crois que c'est a priori aujourd'hui Macron qui va l'emporter, qui sera au 2e tour. Bon, pourquoi? Parce que Macron, en fait, c'est le candidat du vide. Et donc il grossit au fur et à mesure, non pas pour ses qualités propres, mais au fur et à mesure que l'opinion centriste et l'opinion molle ne sait pas trouver un candidat alternatif, et n'arrive pas à trouver un candidat alternatif. Donc il y a des tas de gens de centre-gauche, un peu l'électorat qui a fait gagner Hollande, vous voyez, en 2012, qui sont en train, moi je le sens, de se rallier à Macron. Donc Macron, il propose rien en réalité, il lance quelques tests, il recule sur tous les sujets dès qu'il dit quelque chose, que ce soit la retraite, le nombre de fonctionnaires qu'il faut virer, etc., etc. En fait, il dit rien, et en ça, il épouse ce qu'une grande partie, malgré tout, il ne faut pas se leurrer, et c'est là où je dis, il faut voir les choses comme elles sont et pas comme elles voudraient qu'elles soient. Ce qu'une grande partie des Français veulent, c'est-à-dire que les choses ne bougent pas en réalité. Quel est le fond du problème? On a une dette qui grossit énormément, on a une société figée, la dette est le reflet de cette société figée, et on n'a pas envie de la rembourser. Et Hollande s'est fait élire. Je sais pas pourquoi. Les Français en majorité n'ont pas envie de rembourser parce que les débiteurs n'ont jamais envie de rembourser leurs créanciers. Bon. Et donc Hollande s'est fait... On rembourse tous notre dette pour la maison qu'on a achetée ou l'appartement. Oui, mais acheté, les États, justement, la politique et les États... pour ça. La politique et les États ont un pouvoir particulier qui donne l'illusion aux gens, ça a été longuement étudié par les philosophes et les libéraux, de se donner des libertés, justement, et de s'affranchir d'un certain nombre de règles. C'est aussi une vieille tradition des rois de ne pas payer leurs dettes auprès de... La politique en général, j'ai pas dit la démocratie ou la République. Bon. Et donc, il y a le... Parfaitement, monsieur de Beaumont-Parle. Les rois, très souvent... C'est injuste parce que ce pauvre Louis XVI, c'est parce qu'il voulait tenir les engagements de la France qu'il a convoqué les États généraux et que ça s'est un peu mal fini pour lui. L'investissement américain était le bon, pardon. Bien, alors je terminerai, rassurez-vous, puis je vois que j'ai bien fait d'aller sur ce terrain-là parce que ça suscite le débat, mais en fait Macron c'est le dernier espoir, c'est encore 5 minutes monsieur le bourreau pour reprendre une formule qui ne plaira pas forcément. Oui, sauf donc, que, malheureusement, si je puis me permettre de vous interrompre, il joue bêtement sur la carte de la stature personnelle. Or c'est un très mauvais acteur. Il est sans consistance et donc on n'a pas le droit de se propulser si loin à l'avant-scène quand on n'est pas digne du rôle. Mais je vais reprendre peut-être là. Écoutez, moi je voudrais reprendre un peu la parole là-dessus. Okay. Juste Christian Combas, je voudrais, sur le manque de consistance de Macron,
il a donné une interview à Mediapart Oui. qui a duré 2h30, 3h. Donc face C'est à pas des un gens territoire très hostile, si. Ah si, c'est Bah, plutôt en tant un que territoire candidat de la hostile. gauche. En tout cas, au moment où elle a été donnée, c'est-à-dire il y a plusieurs mois, c'était encore un terrain plutôt hostile. Et je trouve qu'il a extrêmement bien résisté aux questions qui prouveraient plutôt qu'il a du fond. Je me permets de vous rappeler que l'élection, c'est le peuple qui décide, c'est pas Mediapart. Bien sûr. Donc, quand on est un mauvais acteur, les gens sifflent dans la salle. D'accord. C'est ce qu'ils font en permanence dans les cafés. Moi qui les fréquente, je peux vous dire que le mot qui est le plus souvent cité, c'est branleur. Voilà, Ok. c'est tout. D'accord. Pour autant, il a annoncé ce matin qu'il passait les 200 000 adhérents. Les adhérents, mais c'est de la foutaise. Vous sait savez bien, très on sait bien bien, comment ils les recrutent. Non, c'est par Internet. C'est des réunions Tupperware. Non, ça c'est vrai que pour adhérer à En Marche, il suffit de Ça coûte cliquer, rien, ça bien coûte sûr. rien. Sûr. Les vraies adhérences, il y en a 15 000 C'est qui ça. ont C'est ceux qui ont payé donné de l'argent. 10 Je crois qu'il euros. faut 20. raisonner aussi par élimination. C'est ça aussi, hein, les présidentielles. Effectivement, On bon, choisit au en premier théorie, tour, moi, on je élimine. préférerais réellement que Fillon, quels que soient ses défauts, soit au deuxième tour plutôt que Macron. Mais contrairement à nos amis, je pense que les affaires judiciaires qui ont été lancées, parce qu'il y a un timing, hein, même si sur le fond, il a sans doute des grosses choses à se reprocher. Bon, donc qui ont été lancées au moment opportun pour le dézinguer, bon, le torpiller, je pense que ça va avoir son effet parce que c'est des affaires à répétition. Il va être convoqué chez le juge Tournaire bientôt. Ça va être à nouveau un déferlement médiatique à ce moment-là. Il est possible, même si c'est pas certain, qu'il en sorte sous le statut de mise en examen. Ensuite, il faut pas oublier qu'il y a d'autres acteurs. Il y a le Canard enchaîné qui se réveillera à un moment ou un autre, qui va vous expliquer, par exemple, que Pénélope Fillon, elle a jamais écrit les notes qu'elle est censée avoir écrites pour la Revue des Deux Mondes ou des choses comme ça. Donc, en permanence, il va être torpillé par ça. Et je crois que ça finit par avoir un effet, d'autant que c'est un prétexte pour des gens qui pouvaient hésiter à voter pour lui, mais qui, au fond, avaient un peu peur de son projet un peu d'austérité. Et bien, finalement, c'est un prétexte pour tous ces gens-là, cet électorat flottant, de ne pas voter pour lui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous pensez que la présidentielle est fléchée entre Marine Le Pen, incontournable, présente au deuxième tour. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus et depuis très longtemps. Et fléchée vers Emmanuel Macron plutôt que Fillon. Non, je ne pense pas que ça soit fléché. Je pense qu'on est en phase de cristallisation. C'est pas encore achevé. Ça s'achèvera d'ici 3 semaines, 1 mois. Mais ça commence à prendre cette tournure-là. D'accord. Voilà. Si Ok. je me permets d'avoir Oui. une précision à ce Qu'on que base. j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'elle va gagner, mais je pense qu'elle va gagner en grande partie à cause des erreurs qui vont être commises par Macron. Il contient son propre antidote. Il va nous faire le même cirque que Ségolène Royal au dernier moment. Ségolène Royal, à qui pendant le dernier débat, on avait envie de dire mais monte dans ta chambre. Mais bien sûr. Bon, et bien là, ça va être un peu l'équivalent. Il ne tient pas la Vous pensez route. qu'il manque de fond en Absolument, fait, hein, c'est il ça. n'a pas la stature. Dans le débat, par exemple, elle va le manger. Elle mange déjà tous les commentateurs les plus redoutables de la télévision. Ouais. Il n'a pas le niveau non plus là-dessus. Moi, j'ai vu tous les débats qui l'ont opposé sur Internet. Dieu merci, on peut se faire une opinion. Ouais. Qui l'ont opposé à Philippot, etc. Il est mauvais partout. Il D'accord. a une voix de chapon. Il se démonte très facilement. Donc, en cas d'argument fort, en cas, par exemple, si on le coince... Alors, en plus, une chose dont on n'a pas parlé, nous raisonnons toutes choses égales par ailleurs, sans affaires et sans Wikileaks. On ne sait pas s'il y aura un attentat, on ne sait pas s'il y aura un Wikileaks. Bien sûr. Ça peut bouleverser tout ce que nous disons. C'est vrai, ça a été le phénomène qui s'est passé, c'était aux avant-dernières présidentielles, là j'ai un trou, sur cette personne âgée qui avait été agressée et qui a manifestement fait basculer. Paul Voise, 2007, Paul c'est ça. Voise qui a été massacré Ça, par des jeunes d'une cité. Ok, alors, et je vous propose de passer du coup au deuxième sujet. Parce que je pense que là, il y a un truc qui est un petit peu qui est suspendu au-dessus de nos têtes. Vous, j'ai entendu dire, et c'est vous deux qui l'avez dit, que vous pensez qu'il y avait une forme de manipulation de la justice et que certaines des affaires qui étaient mises entre les pattes de Marine Le Pen d'un côté et de François Fillon de l'autre, C'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes. Mais il n'empêche que tous les deux c'est sont... pas de même nature du tout. D'accord. Il D'accord. n'empêche qu'on peut se poser la question de savoir si ces ennuis judiciaires sont un élément qui va bouleverser la campagne présidentielle. Alors, si je Et puis ça, me je voudrais permettre. vous entendre là-dessus, parce Ouais. que j'ai entendu une forme de théorie complotiste. hein. Bon, non, c'est pas du tout du complotisme. Ok. Je crois que ce qu'on peut Federbush. reprocher à Fillon, bon, évidemment, il a une présomption d'innocence, tout ce qu'on veut, mais clairement, je vais être un peu brutal et méchant avec lui, c'est quelqu'un qui avait besoin pour vivre comme il avait envie de vivre de 20 à 25 000 euros par mois. Il en gagne que 9 à 10 000 en tant que député. Il a voulu arriver à 20 ou 25 000 en rémunérant sa famille. Il y a un côté un peu minable là-dedans.
Il faut dire les choses comme elles sont, mais c'est la réalité. Cela dit, ça fait longtemps, Dati en avait parlé, ça fait longtemps que pas mal de gens savaient ça. Si ça sort à ce moment-là, c'est pas pour rien. D'autre part, les gens ont bien mesuré, alors je ne sais pas comment ça s'est fait, mais que le parquet national financier, qui a complètement été sous-estimé par Fillon et son entourage au départ, maintenant il fonctionne depuis Cahuzac. Celui-là, visiblement, c'est pas une flèche, hein, c'est un peu comme le père en il est en paix au droit, ce que le père est à la politique et à la littérature. Et bien donc, ces avocats n'ont pas mesuré la rapidité d'action du parquet financier national qui est là pour ça. Donc c'est pas vraiment un complot, c'est un complot au sens où il y a des gens astucieux qui ont su mieux que Fillon et son entourage comment ça allait se passer. Et donc, je pense que ça va le plomber parce que cette espèce d'interaction entre les médias, la presse, le canard et puis la justice est très habilement faite. Bon, pour Le Pen, c'est autre chose. Le Pen, je dirais, c'est un piège. Énorme, mais qui consiste en ceci que tous les partis ou presque qui sont présents, vous voyez, à Strasbourg ou Bruxelles, magouillent un peu et font financer un peu leur parti par les institutions européennes. Mais vous pensez que les Français sont prêts à passer les l'éponge sur des choses comme ça? Non, mais ce qui se passe, c'est que... Vous dites que finalement tout le monde le fait. Non, les institutions européennes laissent faire, mais parce que c'est constitutif. Les institutions européennes laissent faire, on les laisse. Sauf qu'ils les laissent, mais ils savent qu'à un moment ou un autre, ceux qui emmerdent trop le monde à Bruxelles ou à Strasbourg, eh bien là, ils les tiennent. Et ils pourraient tout aussi bien faire la même chose avec des tas d'autres partis, vous voyez, à Bruxelles. Mais là, ils sortent opportunément les affaires sur le Front National, comme ils auraient pu les sortir et qu'ils ne le font pas pour d'autres partis. Et en plus, ils le font là, très certainement, aussi de manière un peu astucieuse, avec des gens dans la justice et la police qui réactivent la chose au bon moment. Donc, vous voyez, je vais céder la parole à Charles Beigbeder parce que vous nous avez donné un pronostic tout à l'heure concernant Fillon. Vous aviez semblé penser que ces affaires n'allaient pas le plomber. Là, vous avez fait leur bouche qui vous dit exactement le contraire. Oui, mais... Et qui en plus dit que c'est vrai. Mais je pense qu'il faut aller sortir de ce piège. Donc il y a des affaires, il y a des dossiers, la justice tranchera. Mais ce qui est clair maintenant, c'est qu'on sait de façon certaine qu'il y a eu une volonté tout en haut de l'exécutif d'instrumentaliser cette affaire avec un calendrier extrêmement précis. D'accord. Vous pensez que c'est Hollande qui continue à appeler le canard comme il le faisait quand il était élu? C'est-à-dire qu'ils auraient pu sortir l'affaire avant les primaires. Le dossier était prêt, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé faire les primaires. Les Français, les sympathisants de droite et du centre ont choisi leur candidat. Ça a été une vraie victoire triomphale. Et puis, ils attendent la période, la trêve des confiseurs, et puis ensuite on sort l'affaire. Donc c'est complètement machiavélique. C'est d'ailleurs ce que Sarkozy avait prévu de faire avec DSK si DSK n'avait pas fait l'idiot dans sa chambre au Sofitel de New York. Et donc c'est la même stratégie, c'est lamentable. Oui, mais sauf que Combaz et moi, manifestement, on va dans les bistrots tous les deux. Hein. Et qu'est-ce qu'on entend? On va pas forcément dans les bistrots, mais moi j'aime beaucoup les bistrots. Moi je bois de la bière au comptoir avec un sandwich. Mais cette histoire des bistrots, moi j'entends quand même des Français qui me disent ok, ils magouillent tous, mais c'est l'affaire de trop. Oui, et puis c'est éliminatoire. De la même façon. Les Français ne sont pas fous. J'entends ça, moi. Hein. Les Français ne sont pas fous, ils ont très bien compris. Juste, on va finir avec Beigbeder. Vous pensez que malgré tout ce que vous entendez de la France, hein, et pas celle uniquement du 8e arrondissement, hein, toute la France, vous pensez que ça... Non, mais il y a eu un énervement. Il va se sortir de ça. Oui, il y a eu un énervement. Il y a eu un énervement, et même dans mon camp, puisque je soutiens François Fillon, on a compris. On aura compris, il y a eu des personnes qui étaient extrêmement peinées et qui disaient, moi j'ai voté Fillon aux primaires, et c'est terminé, c'est fini. Ouais. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens. Mais c'est en train de changer parce que on voit bien que c'était totalement instrumentalisé, que c'est une sorte de complot, de coup d'État judiciaire et médiatique. Et du coup, maintenant, c'est le premier tour de l'élection présidentielle qui permettra de trancher et de juger. Finalement, le jugement, il aura lieu le premier tour. Ok, je comprends. Pardonnez-moi, mais je pense que... il y avait un dossier sur chacun des candidats de la primaire de droite. Et celui qui est sorti du chapeau, on parle encore du chapeau, c'était Fillon. Et il y avait un dossier sur Fillon, comme pour tous les autres. Mais c'est grave. Et en avant. Et en avant. Oui, mais la nature des faits n'est pas la même. Oui, mais attendez, ça voudrait dire qu'on tient chaque candidat. Mais qui tient l'appareil? Mais qui tient l'appareil? Attendez, l'appareil judiciaire. Il y a des alternances entre autres.
Oui, sauf qu'on sait bien qu'il y a des officines. Et médiatique. Oui, enfin, pardon. On sait qu'il y a des officines et on sait qu'il y a assez d'argent dans les partis pour pouvoir aller chercher des dossiers sur les candidats de gauche comme sur les candidats de droite. Donc c'est pas le problème du pouvoir en l'espèce. C'est le pouvoir des ressources pour aller trouver les infos. Non, mais le vrai problème aussi, c'est pourquoi les casseroles de Macron, par exemple, n'ont pas autant de retentissement. Parce que encore toutes sorties. Là. Non, bien sûr, mais enfin, il y en a déjà suffisamment. Ce gars-là, quand même, il est ministre des Finances. Prétendre que les Russes vont balancer sur sa vie privée, c'est stupide. Ils vont balancer sur bien autre chose. Non, mais déjà, il n'y a même pas besoin. Il suffit de prendre ce qui existe déjà sur le marché avec Macron. Le gars est ministre des Finances. Oui, et il favorise la banque dont il est sorti. Mais il ne paye pas l'ISF et tout à coup il se réveille, il régularise sur 3 ans. Non mais attendez, vous avez c'est quand entendu même... ces explications? Je les ai trouvées plutôt convaincantes. Non mais attendez, c'est pas possible. Il a gagné plus de 4 millions d'euros en l'espace de 3 ans. Il n'a pas de patrimoine. Opérateur dans le cadre des opérations internationales du temps où il était ministre des Finances. Alors pourquoi est-ce que ça ne sort pas? Pourquoi est-ce que ça ne sort pas? C'est ça. On ne va pas résoudre ce problème-là maintenant. Moi je voudrais vous entendre, Christian Combas, sur ce sujet-là. Les ennuis judiciaires bouleversant la présidentielle. Vous parliez tout à l'heure de complotisme. Le premier des complotismes, je me permets de vous le rappeler, c'est le fameux mur des cons où la magistrature, une partie de la magistrature nous dit clairement qu'elle a ses têtes. Oui. Bon, c'est tout. Alors donc, à partir du moment c'est déjà vieux, hein. C'est vieux, mais ça dénote un comportement qui est encore très ancré dans les esprits de certains magistrats. Oui. Les Français ne sont pas dupes. Les Français se souviennent parfaitement de cette histoire, qui a d'ailleurs été lancée par une presse alternative, Atlantico, quand même, hein, qui est un peu moins alternative qu'avant en ce moment. Mais enfin, à l'époque, ils avaient besoin d'exister, et puis ils ont existé en montrant quelque chose que les journaux mainstream n'auraient jamais publié. D'accord, ok. Et ça, c'était choquant. Je pense qu'on est beaucoup, moi je parle en tant que citoyen, ça m'a inquiété sur le fait qu'un jour, si je suis face à la justice, on puisse me juger sur d'autres critères. Il y a eu un précédent, le juge Burgot. Moi j'ai regardé la soirée du juge Burgot, la commission d'enquête parlementaire avec un ami qui a fait une crise cardiaque ce soir-là, tellement il était outré. D'accord. C'est extraordinaire. La France se souvient très bien de l'affaire d'Outreau. Donc la magistrature est durablement suspecte aux yeux des Français. D'accord. Bien, mais quand on dit ça, c'est presque une manière de saper un des piliers de la République. C'est quand même le grave. Le président lui-même est allé dans ce sens dans son fameux livre. Oui. Donc ça fait quand même beaucoup. D'accord. Et pour autant, on revient à Marine Le Pen et à François Fillon. Justement, on voit que là, il y a un poids, alors qu'il y a 2 poids. Il devrait y avoir 2 poids, 2 mesures, car les faits ne sont pas de même nature du tout. Là, dans un cas, il y a effectivement de l'argent qui va dans un compte cupide. Oui. Et de l'autre, il y a juste des accommodements avec la règle pour faire travailler un tel à tel endroit plutôt qu'à tel autre. C'est pas du tout de même nature. Mais dans tous les cas, c'est quand même de l'argent public, donc notre argent. Oui, sauf que dans un cas, il n'y a pas de travail, dans l'autre cas, il y a un travail déplacé. C'est pas tout à fait la même chose. On essaie de nous prouver le contraire. Vous pensez donc que les Français vont être plus indulgents avec Marine Le Pen qu'avec François Fillon? Ils le sont déjà. Enfin, il ne faut pas nous raconter des bêtises. Les gens ont un jugement, tout de même. Ils ont très bien compris où était la différence. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'elle remplissait salles. Alors, l'autre truc, c'est que... Mais Fillon aussi remplissait salles. Il n'a pas besoin de payer des figurants. Avec une mais il y a une différence, si je puis me permettre, entre les deux aussi, excusez-moi. C'est que en fait, elle a mieux joué, finalement. Les gens ont besoin d'un chef. Vous voyez, et le fait de dire, elle doit cheffer. Elle doit cheffer. Et là, elle a cheffé. Elle n'a pas cheffé que la salle. Elle cheffe parfaitement sa réaction dans la mesure où elle ne va pas voir les flics quand elle est convoquée. Et finalement, Fillon aurait dû dire dès le départ, moi, tout ça, c'est un complot, puisqu'il maintenant il finit par le dire. Il aurait dû aller tout de suite à cette solution et dire j'y vais pas. Les Français jugeront. Et puis vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De toute façon, ça sera la réponse. Le phénomène d'identification. Le lecteur est avant tout c'est un public. Ces gens ont besoin de s'identifier à leur héros. Elle fait ce que tous les Français aimeraient faire. Non, je vous emmerde, j'y vais pas. Oui, mais attendez. C'est extraordinaire, ça. Pardon, ok, Combas, j'entends ça. Mais alors, vous dites phénomène d'identification. Moi, je suis convoqué par la police. Et bien justement, c'est ce que les gens... Et j'y vais pas. C'est ce que je vous dis. C'est pas possible. C'est ce que je vous dis. Les gens se projettent à travers elle. Si vous étiez député, vous pourriez... Ils se projettent à travers elle. Ils disent, elle peut se permettre, c'est merveilleux, elle peut se permettre. Donc on l'admire. Fillon aurait pu dire je n'y vais pas. Mais moi je pense qu'au contraire, les Français en ont marre de personnes politiques qui vivent dans un autre monde et qui prouvent que quand
elles sont convoquées par la police, Alors, elles n'y vont pas. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ça peut aller dans le je sens pense d'un rejet? Hélas, je pense que l'autre monde que voient les Français, en l'occurrence, c'est plutôt Fillon sur la pelouse devant son château. Ça, c'est l'autre monde pour le Français. Oui, ça c'est Paris Match. Oui, mais le problème, c'est que les Français ont très bien vu où était la hiérarchie des mondes. Non, mais surtout pour Fillon. Ah non, allez-y. Mais il y a aussi, alors, je change. Il y a aussi le phénomène du long terme. Au Front National, ça fait des années qu'on sort des affaires sur le Front National, et tout le monde se dit, c'est que du coup monté, parce que ça fait tellement d'années qu'on nous sort des affaires sur eux, que forcément, il y a un acharnement contre eux. Je pense que M. Fillon, c'est la même chose. Si on continue à lui taper dessus pour cette histoire avec son épouse, ça va lasser les Français qui vont se dire, le pauvre, c'est forcément une affaire, et donc ça va faire l'effet contraire. Ça va le servir plutôt que le desservir. Et qui commence aussi à remarquer le courage avec lequel il se bat dans cette bataille, et c'est dans les grandes tempêtes qu'on reconnaît les grands capitaines. Les femmes, par exemple, sont beaucoup moins fillonnesques que ça, parce qu'elles ont très bien compris pourquoi sa femme avait été instrumentalisée et qu'elle était probablement même pas au courant. Et c'est ça qu'on entend dans les cafés. Les femmes prennent le parti de cette pauvre Madame Fillon, qui est quand même une victime. Ce qui est embêtant pour Fillon, c'est que les gens se figurent... On va rester sur votre... Juste une seconde. Les gens se figurent exactement les choses. C'est-à-dire qu'un stagiaire, ils ont des gosses qui sont stagiaires. Moi, j'ai des enfants stagiaires actuellement. Ils sont payés souvent 600 €, parfois 1200, 1400. Ou pas payés du tout. Dans la banque, ou pas payés du tout. Et là, vous avez des enfants de Monsieur Fillon qui sont payés entre 3 et 4 000 € tout en faisant des études à côté, à temps plein. Donc, les gens peuvent matérialiser concrètement, vous voyez, le truc. Et ça, c'est très, très embêtant. Tandis que les affaires de Le Pen, prendre une secrétaire et la faire bosser au siège du Front National plutôt que de bosser à Bruxelles, Alors qu'elle bosse à la limite, elle ne fait que voler les voleurs. J'ai croisé de ces gens-là. J'ai croisé des gens. Mais plein de gens de droite considèrent que à Bruxelles, on a affaire à une bande de voleurs et de parasites. Et donc, finalement, c'est un peu... Parasites et voleurs, c'est deux choses différentes. J'ai croisé quelqu'un il y a 2 ans qui travaillait pour Marine Le Pen, pour Marine Le Pen, et qui a été viré parce qu'il ne travaillait pas assez. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça veut dire qu'elle pressure son monde, alors que j'aimerais bien être convaincu de ça du côté de Fillon. Bon, ok, écoutez, on va pas tous vous réconcilier. J'ai quand même compris que vous alliez un peu dans le sens de ce qu'on entend dans les sondages. Ouais. C'est que pour Fillon, ça accroche, et que sur Marine Le Pen, ça glisse. Hein? Et oui, mais parce que les gens s'identifient. Ah, mais combat, si vous reprenez la parole derrière moi, alors on va pas y arriver. Installez. Il faut confirmer la conclusion. L'émission est hors de contrôle, Christian Combas a pris le pouvoir. Allez, on arrête, on conclut, c'est la fin de la première partie. Merci beaucoup d'être venu essuyer les plâtres avec nous. C'est très gentil à vous, et la suite dans quelques minutes. Merci. Bonjour à tous, rebonjour plutôt à tous. On entame cette deuxième partie de Tête à Clash TAC, c'est là que ça se passe, avec 2 nouveaux invités. Alors Philippe Carsanti, qui est maire adjoint de Neuilly, qui est futur candidat aux législatives. Absolument. Et qui est également éditeur et qui a un livre qui sort là dans les jours, minutes. Qui sort le jeudi 2 mars. D'accord. Ça s'appelle 2017, dernière chance avant le grand remplacement. C'est un livre d'entretien avec Renaud Camus. C'est moi qui le questionne. Parfait. Ok, merci beaucoup. Et puis on a un deuxième invité qui s'appelle Arnaud de Robert. Oui, bonjour. Qui est en dehors d'avoir une magnifique barbe et aussi également chroniqueur à Radio Liberté. Oui. Et également le fondateur d'une web radio qui s'appelle Méridien. Oui. Exact. Zéro. Voilà, qui tourne depuis 7 ans sur le web. Ouais, on a été un peu précurseur sur la bande. Ouais. D'accord, très bien. Merci. On va voir si vous avez une jolie barbe et également une grande gueule. On va s'y essayer. Une tête à clash. Une tête à clash, exactement. Okay, parfait. Alors moi, il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé ces derniers jours, c'est la parole de François Fillon sur le fait que la France était en état de pré-guerre civile. J'ai franchement trouvé que c'était un peu fort, quoi. J'ai pas le sentiment, en vivant dans une France assez apaisée, mais peut-être que je vis pas dans la même France que vous, que c'était comme ça. Donc, Carsanti, vous avez... je crois qu'on vit en guerre civile. On vit d'abord en guerre civile, ça fait... Vous êtes au-delà de Fillon, vous êtes carrément dans la guerre civile et pas dans la pré-guerre civile. Je pense qu'on est en guerre civile. On a des Français, ça fait depuis 2 ans et demi, on a des Français qui tuent d'autres Français. Okay, qu'on le veuille ou non, qui vont dans les cafés, qui vont dans les restaurants et qui tuent des Français. Donc ça, c'est déjà une partie de la guerre civile. Et on a maintenant aussi des gens qui vont dans les rues, qui empêchent des candidats à la présidentielle, comme François Fillon, de faire campagne normalement, qui vont faire des bruits de casseroles
et tout un tas de choses comme ça qui sont absolument inacceptables. Et on a des violences. On est en état d'urgence absolument actuellement. Et on a une violence permanente. On a des gens qui détruisent. Donc on est en état qui se rapproche de la guerre civile. On a un problème, c'est que la police ne fait pas son travail. On a un problème, c'est que l'État, les missions régaliennes de l'État ne sont pas remplies. Et pourtant, quand on regarde l'histoire au début du XXe siècle, les ligues et d'autres mouvements faisaient que la France était beaucoup plus violente. Et la politique, quand elle s'exerçait, souvenez-vous des discours de Clémenceau, souvenez-vous des débats à l'Assemblée nationale, mais les insultes étaient bien plus fortes, les rapports physiques étaient bien plus forts. Moi, il me semble qu'au contraire, on vit dans une société apaisée. Non, parce que vous revenez dans l'histoire. Moi, je vous demande de nous comparer aux pays voisins. Je vous demande de comparer à ce qu'on voit à l'étranger. À l'étranger, ça ne se passe pas comme ça. Regardez, tous nos voisins, il n'y a pas cette violence, ces confrontations civiles. C'est pour ça, je crois qu'il ne faut pas regarder dans le temps, il faut regarder dans l'espace. D'accord, ok. Robert, vous avez quelque chose à dire là-dessus parce que je vous ai vu secouer la tête. Oui, non, moi je m'inscris parfaitement en faux avec l'idée de guerre civile. Ça ne me satisfait absolument pas. Vous n'êtes pas filialiste dans ce non plus. Non plus, mais même sur un plan assez général, j'avoue que je vais avoir du mal à l'être. Oui. Non, parce qu'une guerre civile implique qu'il y ait au moins deux protagonistes, deux parties, voire plusieurs. Or, pour le moment, que ce soit les gens qui posent des bombes, ils se sont extraits de la communauté nationale par leur choix premier, donc déjà ils n'en sont plus. Et puis, ils n'ont pas de réponse de la part d'une population, une guerre civile, mais face à face des partis de population. Et ensuite, après, les troubles réguliers qu'on voit autour des meetings politiques, islamo-gaucho, racailles, etc., c'est encore une fois de l'agitation de rue, mais ça n'entre pas dans un cycle de guerre civile. Il n'y a pas une seconde partie qui riposte. Je ne vois pas du français moyen descendre et rentrer dans l'art de ces gens-là pour le moment. Donc pour moi, il n'y a pas de guerre civile. Il y a des émeutes qui, d'ailleurs, minorent absolument pas leur caractère d'extrême violence. Il y a des émeutes à caractère sécessionniste dans certains endroits en France. Il y a des émeutes à pseudo-caractère... Vous pensez à quoi? Des émeutes pseudo-sécessionnistes en France? Quand j'entends dans des manifestations en banlieue des gens hurler « on est chez nous, on vous fout dehors », etc. « La police, vous n'êtes pas chez vous ici », il y a quand même une revendication de territorialité qui me paraît un peu évidente. Donc oui, moi je pense que là on est dans des formes on est dans des réclamations d'autonomie relative sur fond à la fois et mafieux et religieux. Il faut quand même pas se le cacher. Il y a des gens qui sont très bien entre eux, qui n'ont pas trop envie qu'on s'occupe de ce qu'ils font au quotidien. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pour moi il n'y a pas de guerre civile parce qu'il n'y a pas. Vous vivez dans un pays apaisé et moi c'est pas. Non, je vais pas parler d'apaisement. Alors les mots là. Je voudrais absolument pas parler d'apaisement. D'accord. Mais ce que vous définissiez tout à l'heure, à savoir le climat politique d'il y a quelques 20, 30, 40, 50... Ah non, mais je parlais même plutôt de 100 ans. Oui. Voilà. Était tout autre. Il était extrêmement politique, justement. Oui. Il était plein de sens politique. Mais les gens s'affrontaient aussi dans la rue. Oui, mais c'était idéologique et doctrinal. On était sur des positionnements premiers, sur des partages forts de convictions et même qui conduisaient à la violence brute. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Les gars qui viennent, soi-disant, pour s'opposer, par exemple, au meeting de Madame Le Pen, vont en grande partie ensuite s'amuser à détruire un centre-ville pour le plaisir de le détruire et rentrent gentiment à la maison après. Si je peux me permettre d'intervenir, le problème n'est pas là. Le problème est est-ce que la police est intervenue pour interrompre le processus? Donc ça, c'est l'effondrement de la puissance publique. Alors le véritable problème, c'est que la guerre civile est probablement en train d'être créée par la volonté même du pouvoir qui laisse les choses pourrir afin de pouvoir arguer d'une menace fasciste avant les élections. Et ça, je l'ai toujours dit depuis longtemps, je l'ai écrit dans le Figaro, etc., à propos de Manuel Valls, parce que tout le monde a oublié que Manuel Valls est le premier à avoir glapi à la Chambre, en tant que Premier ministre, que nous étions en guerre civile. Alors quand Cazeneuve, hier, nous dit « mais c'est inadmissible que Fillon parle de guerre civile », il a la mémoire courte, c'est imbécile. Son Premier ministre l'a fait au Parlement. Mais c'est quoi ces manifestations de guerre civile? Alors, en fait, c'est moi, tout je voudrais ça. Les connaître parce non, que je les vis pas. Je veux dire, c'est que laisser pourrir la je situation. Les vois pas à la télé non plus. Laisser pourrir la situation dans le sens de la violence, notamment en essayant de faire passer les flics pour des méchants qui réagissent exagérément, c'est toute la méthode Hollande du moment. Et les gens qui mettent de l'huile sur le feu finissent souvent parmi les grands brûlés. Je pense que Hollande va finir parmi les grands brûlés. À force d'avoir attisé le feu, il va être brûlé. Là, la guerre civile, ils la fomentent eux-mêmes, parce que c'est leur incendie du Reichstag. Ils n'ont aucun moyen de gagner les élections sans ça. Aucun.
Donc ils essaient de faire passer le camp de Marine Le Pen pour un repère de Vous êtes en train de me dire François Hollande, Hitler égale... non, il se prend pour Allende. Il se prend pour Allende. Je l'ai écrit. Pas le Reichstag, non, il se prend pour Allende. Je l'ai écrit partout. Il essaie de se victimiser opportunément afin de pouvoir, par exemple, gagner quelques sièges aux législatives. C'est sa méthode. C'est une très vieille méthode de gens outrageusement fascinés par le modèle chilien. Ouais. Voilà, ils sont tous... Là, il y a un truc sur lequel je veux vous dire quelque chose. Il y a des choses sur lesquelles, ce que vous avez dit, sur lesquelles je suis tout à fait d'accord. Mais en revanche, quand on a des endroits où la police ne peut plus aller, où les pompiers ne peuvent plus aller... Ce qui n'est pas nouveau, hein. Oui, d'accord, ça s'appelle les territoires perdus de la République, c'est Georges Bensoussan, et donc qui a même été poursuivi récemment à la 17e chambre. Oui, mais François Fillon était Premier ministre. Déjà, dans certaines cités, on ne pouvait pas y aller. Entièrement d'accord, mais là, ça s'aggrave. Mais ce qui est une chose très importante, et c'est pourquoi je pense que, alors peut-être qu'on est en pré-guerre civile, c'est que la guerre civile, elle va se déplacer au Parlement dès le mois de juin. Pourquoi ? Parce qu'on sait parfaitement que compte tenu de tout ce qui est en train de se passer, il n'y aura pas une chambre gouvernable, il n'y aura pas de majorité. Oui, non, mais ça fait aussi partie de l'ambiance qui a été créée. Hollande qui crée cette déstabilisation, et derrière, on aura... Alors déjà, la chose que les partis politiques sont en train de très mal gérer, c'est les candidatures aux législatives. Nous sommes un pays appauvri, avec un défaut de pouvoir dans le peuple, et qu'est-ce qu'on voit ? La plupart des partis vous demandent de verser 20 000 € pour être candidat aux législatives. Probablement vous-même, vous venez de les verser. Eh bien non. Non. En tout cas, enfin, là, on s'éloigne du sujet. Non, ce que je veux dire, c'est que le peuple n'est plus représenté. Si le peuple n'est plus représenté, la guerre civile n'est pas loin. Mais que le peuple se présente aux élections. Il peut pas, il n'a pas un radis. Il peut pas s'endetter pour le faire. Ah, bon. Les partis n'ont rien prévu. Les partis n'ont rien prévu pour financer une dizaine de candidatures issues du peuple. Je vous rappelle que les frais de campagne, au moins en législative, sont remboursés à partir de 5%. Si on n'est pas capable de faire 5% en grande partie, et suffisamment pour en tout cas assumer une campagne. Mais qui va s'endetter alors qu'il est déjà au SMIC ? On n'a pas vraiment besoin de s'endetter. Juste un point de détail, mais qui n'en est peut-être pas un. Quand on se présente aux législatives, on a souvent des accords avec des imprimeurs qui vont vous avancer la trésor pour imprimer vos affiches et vos tracts, histoire d'être remboursé le jour et se mettre directement. En faillite, ça n'a pas marché. C'est clair que la politique, ça représente quand même un petit risque. Hein. Mais c'est un engagement, c'est un coût aussi quand même. Charles le sait. Quand on se lance dans une campagne, on y va et on met à Mais Charles est un homme d'affaires. Charles a les moyens de ses ambitions. Pas simplement de candidatures du type de celle de l'abbé Pierre. Il n'y en a même pas 0,2% en France. Il n'y a personne, à part Lassalle, il n'y a personne qui représente les pauvres. Il faut absolument, si vous voulez éviter des phénomènes d'affrontement, pratiquement par décret, il faudrait que les députés représentent le peuple, ne serait-ce qu'un minimum. Ce n'est plus le cas. Non, mais ça, c'est vrai. Bon, alors, puisqu'on est là-dessus, il faudrait peut-être baisser ce seuil de 5% au-delà duquel on est remboursé, et puis introduire un peu plus de proportionnel. Mais bon. Mais à la question, la France est-elle en guerre civile ? On a compris que vous étiez plutôt filloniste. Moi, j'aurais dit, bon, pré-guerre civile latente. Oui, mais c'est sûr. Écoutez, entre Charlie, l'Hypercacher, le Bataclan, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, plus tous les attentats déjoués. Non, mais c'est pas de la guerre civile, ça, c'est de l'agression. C'est de l'agression. On joue sur les mots. C'est une guerre civile latente. Allez expliquer ça aux victimes. Qui aussi sont mutilés, qui sont encore à l'hôpital. Je quitte mon pays. Je brûle ma carte d'identité. Je choisis un autre drapeau. Je vais faire la guerre à l'extérieur. Je reviens, je pose des bombes. Suis-je un agresseur ou suis-je un membre de la communauté nationale ? Pour moi, sur le papier, il y a une communauté nationale. Zone urbaine sur le fait, où l'état de droit n'est pas respecté. Est-ce que je peux vous je crois que c'est pas des zones de non-droit là. On est plus loin que ça. Excusez-moi, Arnaud Robert, juste un mot. On est dans une émission où les gens doivent comprendre ce qui se passe. Si vous parlez à deux ou à trois ensemble, et puis moi qui essaye de placer mon petit mot, on va pas y arriver. Et puis il y a cette phrase. Juste essayons de nous respecter. C'est intéressant de s'affronter, mais il faut s'écouter. Il y a aussi cette phrase ubuesque de Hollande qui dit, je crois il y a quelques jours, ici il n'y a pas de personnes qui prennent des armes pour tirer dans la foule pour répondre à Trump. Le gars, il dit ça à Euro Disney. C'est un malade. Mais bien sûr qu'on est dans une situation extrêmement délicate. C'est pré-guerre civile, pré-guérilla. Mais elle daterait, pardon, juste un mot, Combas. Ok, cette pré-guerre civile... Un risque imminent de guerre civile. Je prends ça. C'est Rioufol qui le dit, c'est Zemmour, mais ça date depuis... c'est Bensoussan. Charles Becbédé, ça date depuis combien de temps, cette histoire de pré-guerre civile ? Ça fait 20 ans, mais c'est 20 ans et ça s'aggrave chaque jour. À partir du moment où le Premier ministre le dit au Parlement, il y a déjà vaguement... Il a tiré le bec verseur, là. Oui, mais sauf que si ça existe depuis 20 ans... Les majorités qui se sont succédées sont toutes comptables
de ce qui naturellement. Naturellement. Ça dépend ce que vous entendez. Le Karcher n'est jamais passé, très clairement. Le Karcher n'est jamais passé. Il faut aller faire ce travail dans les banlieues. Encore une fois, Georges Bensoussan a publié en 2002 Les territoires perdus de la République. Il revient à la charge et maintenant il est attaqué, il est obligé d'être protégé. Donc il y a des choses qui n'ont pas été faites pendant 20 ans en France, et maintenant, je vous dis une chose, ce que dit Renaud Camus, dernière chance avant le grand remplacement. Ça s'appelle du placement produit. Hein. Absolument. Okay. Mais il est très clair que c'est très très important aujourd'hui. C'est notre dernière chance. Vers où on va? Vous savez, vous parliez tout à l'heure de la présidentielle. Moi, j'ai une analyse un petit peu différente aujourd'hui. Je soutiens naturellement l'élection de François Fillon à la présidentielle, mais je vous dis une chose simplement. Le Pen, c'est le pire. Parce que quand vous votez Le Pen, vous votez Macron, ou vous votez Hamon, vous votez pour tous les autres. Un truc très très important. Pardon, j'ai pas compris. Marine Le Pen, on vote Marine Le Pen, on vote Macron. Pourquoi? On vote Macron parce que tout simplement, on donne une chance à Macron d'être élu. Alors qu'en faisant passer François Fillon au second tour, on est sûr. L'inverse peut être vrai. Si vous votez Macron, vous faites passer la Le Pen. Non, ça c'est tout à fait possible. Oui, mais c'est bon, vous avez raison. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, Le Pen, c'est le pire pour la société. J'ai pas tout compris. Alors je vais recommencer. Aujourd'hui, si vous votez Macron, ok. Si vous votez Macron au premier tour, si vous ne votez pas Fillon au premier tour, vous êtes sûr de faire passer Macron au second tour. Et Macron au second tour, il sera élu président. Vous pensez que la France ne votera pas en majorité Marine Le Pen? Je pense que la France ne votera, non seulement la France ne votera pas Marine Le Pen, et je pense que ça n'est pas souhaitable. Je pense qu'aujourd'hui, le pire de la politique en France, ce serait Marine Le Pen, parce qu'elle n'a aucune solution à proposer. Regardez ce qu'elle propose. Ça n'est absolument pas une solution pour la France. Elle n'a strictement rien à proposer, et elle n'a rien pour gouverner. Parce que derrière, n'oubliez pas qu'on est aussi dans une démocratie où il y a un Parlement. Elle n'aura jamais une majorité. Ça, c'est un sujet que je pense, c'est un sujet qu'on aura lors d'une autre émission. C'est les perspectives de majorité, mais c'est pas un sujet qu'on peut aborder maintenant parce que c'est un sujet qui est extrêmement large. En tout cas, la résistance civile, effectivement, moi je pense donc qu'elle va passer. Et c'est pas pour ça que je le souhaite. Je pense que c'est probable. Et si elle passe, elle va être confrontée à une résistance civile qui est quand même là encore au bord de la guerre civile. C'est-à-dire que si vraiment les fonctionnaires, les aiguilleurs du ciel ou les gens de la SNCF décident de mettre le pays à genoux, ils peuvent le faire. Alors, ok, j'entends ça parce que du coup, ça me fait résonner la parole de Fillon de manière un peu différente. Est-ce que c'est ça que voulait dire Fillon, Becbédé? Si un policier, un membre des forces de l'ordre, tire à balles réelles sur un des émeutiers qui sont à Aulnay ou dans toutes ces villes, mais à ce moment-là, c'est toutes les banlieues qui sont à feu et à sang. Vous en avez 600 ou 700. Et ça, c'est pas la guerre civile, peut-être? C'est une hypothèse. C'est pas l'état d'urgence qu'il va falloir proclamer. C'est l'état de siège. Le véritable problème est que dans un cas comme celui que vous venez d'évoquer, le président de la République lui-même va dire que ce policier est un salaud. Et ça, moi, j'appelle un président pareil un salaud. D'accord, ça j'entends, mais je vous rappelle qu'en 1968, il y a eu quelque chose qui n'était pas pré-révolutionnaire, mais qui était une révolution qui commençait. Cette révolution s'est terminée sans qu'il y ait le moindre mort. La police n'a tué personne. Au nom de quoi la police, au XXIe siècle, serait moins modérée que la police du général de Gaulle. Lorsque vous recevez c'est pas la police cocktail Molotov sur vous et qu'on vous empêche de sortir du véhicule comme ça s'est passé à Viry-Châtillon. J'habite à 600 mètres. Une fois, d'accord, c'est monstrueux, mais il n'y aura pas de deuxième fois. Les policiers, ils vont tirer à balles réelles. 68, c'est qu'il y a une violence. Il y a une violence. La violence, c'est regardez, les types ont des calaches en face. Donc on a aujourd'hui une violence potentielle en face qui est bien plus forte que celle qui était en 68. Regardez simplement les images de ce qui se passait à l'époque. Regardez les images de Cohn-Bendit. Aujourd'hui, Cohn-Bendit, c'est un enfant de cœur à côté des types qu'on a dans les banlieues. Voilà. 68, c'est que la police a su mesurer ça. Oui, mais à l'époque, ça n'était pas vécu comme romantique. Beaucoup de bourgeois habitant Paris étaient partis. Il y a eu de très beaux films qui ont été faits là-dessus. Donc ça n'était pas vécu. C'est maintenant, c'est notre relecture de mai 68 qui le fait romantique. Il y a peut-être ces choses-là maintenant en période préélectorale. Moi, je suis assez frappé de la ressemblance entre ça et le Black Lives Matter des Américains. Avant l'élection américaine, on a vu surgir des émeutes raciales avec des violences qui passaient pour intolérables. Pourquoi? Pour faire passer Hillary. On en est au même point. Je pense que là, le pouvoir politique prend la responsabilité de laisser pisser, pour parler directement. Comme on le dit au voilà, de laisser pisser, tout simplement pour faire passer Macron par défaut, comme Hillary serait passé par défaut. Ça produira probablement le même résultat. C'est pourquoi je pense que s'il se retrouve devant Marine Le Pen, le peuple qui n'est pas fou va basculer de la même façon que pour Trump, en disant on a essayé de nous mener en bateau, ça marche pas. C'est non quoi le peuple qui est intelligent et qui a un bon sens paysan va voter
Fillon qui Ah, va exactement. Et je veux dire un truc, 2 choses. 1, je n'y crois pas, mais en plus, ce serait réellement le pire, parce que, comme vous l'avez parfaitement dit, vous allez avoir un État insurrectionnel, même des forces publiques, et on aura un président qui ne contrôle même pas la puissance publique. C'est pathétique. Il y a Arnaud de Robert qui gigote sur son fauteuil, qui a des choses à dire. Évidemment qu'on a besoin d'ordre, mais quand j'entends la révolution des corps constitués ou des grandes administrations d'État, je rigole. Il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus rien. Les gens sont ultra individualistes. Mobiliser déjà des gens sur des piquets de grève dans des gares de banlieue ou de province, c'est extrêmement difficile. Les gens le disent eux-mêmes. Enfin, on parlait tout à l'heure d'absence de réaction. Le Bataclan, il y a 50 ans, il y a 3 millions de personnes dans la rue avec les fourches au-dessus de la tête qui vont aller chercher le coupable. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu 2 millions pour Charlie Hebdo. Non, mais d'accord. Non, mais avec des crayons. Excusez-moi. Mais parce avec des crayons. Oui, mais parce qu'on est dans une société en 68, qu'on disait tout à l'heure. Non, mais une société où il y a moins de violence que jamais. Alors moi, j'appelle pas ça apaiser. Moi, j'appelle ça domestiquer, individualiser. Ok, c'est votre côté celte, ça. Hein, sauvage, l'homme sauvage en vous. Probablement. Je suis pas celte, mais probablement. Non, j'appelle ça une programmation qui a été bien travaillée, de manière à ce que les gens n'aient plus de réponses collectives, n'aient que des réponses individuelles qui sont désarroi, peur, soumission, et on se tourne vers la puissance publique qui n'existe pas, donc on a encore plus peur, etc. Donc il n'y a pas du tout où est la réaction ? Il n'y a pas du tout d'État pré-insurrectionnel. Mais si, sauf si Combaz a raison, si Marine Le Pen est élue, là il y a une révolte. Mais pour moi, il y a du chaos. Il y a du chaos, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de puissance publique, il y a du chaos. Des checkpoints. Sauf que le chaos se nourrit. Alors, et le chaos ne tombe pas ex nihilo, il est nourri. Voilà. Il est peut-être, et ça je rejoins vos analyses, peut-être à un moment dirigé, ou en tout cas on laisse un peu la main libre sur un certain nombre de choses, parce que ça permet des petites manœuvres et des montées de fièvre. Oui. Par contre, alors là honnêtement, je ne crois pas à un chaos total à l'élection de Madame Le Pen, et je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas. D'abord parce que effectivement les gens sont de plus en plus individualistes, et puis surtout qu'il y a un paquet de braves gens qui vont bien rire plutôt que de faire des émeutes. À la CGT, on vote Front aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Si vous voulez 50 de Hollande en plus, votez Marine Le Pen et vous aurez Macron. Mais vous aurez Marine Le Pen. On parlait de pré-guerre civile. Là, c'était le sommet. On a eu des 2 voix ensemble, on a eu des 3 voix, mais là, j'ai eu les 4 à la fois et moi sur le 5. On essaie d'analyser les choses. On ne souhaite rien, honnêtement, c'est absolument neutre. Mais en revanche, je vois, moi, en tant que romancier, par exemple, qu'est-ce qui est le plus probable pour tel personnage. Je pense que là, c'est mûr pour elle. L'autre chose que je voulais dire, c'est que dans ce roman, qui est un roman d'espionnage, il y a Hollande a poussé des pions d'espionnage. L'histoire du fameux étudiant qui est allé acheter des armes en Ukraine pour fomenter une révolte d'extrême droite à Paris, c'était un montage autant Hollande, oui, un bidonnage scandaleux, puisqu'on a découvert que c'était les services secrets ukrainiens qui avaient essayé de vendre les armes à ce garçon soi-disant d'extrême droite. Donc ça, on a là encore un coup du... Non mais qu'on mette sur l'extrême droite, sur le dos de l'extrême droite, beaucoup de choses. On essaye de mettre. On l'a vu, ça a été essayé à plusieurs reprises. Souvent, la justice, qui a été beaucoup critiquée autour de ce micro, finalement confirmait que ça n'était pas de l'extrême droite. Sur Mera, par exemple. Ça a été fait sur Mera, ça a été fait sur d'autres manifestations. Une chose importante, vous parlez, encore une fois, quand on parle de Marine Le Pen d'extrême droite, mais arrêtez, regardez son programme économique, il est d'extrême gauche. Et moi, je vais vous dire une chose, j'ai un espoir, et un vrai espoir pour la politique française, c'est qu'on ait un second tour Fillon-Macron, qu'on ait un vrai débat politique et pas un débat escamoté. Non mais c'est la question aujourd'hui. On aura un vrai débat politique qui ne sera pas escamoté. Si vous avez Marine Le Pen contre François Fillon, il n'y aura pas de débat politique intelligent, et idem face à Macron. Donc on va se retrouver forcément. Ça aurait été souhaitable, mais c'est plus possible. Bien sûr que c'est possible. Si les gens de droite, ça n'est plus possible. Pourquoi, Charles? À cause de l'affaire Fillon. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où, je dirais avant Noël, d'ailleurs Marine Le Pen avait chuté dans les sondages. Et une finale droite-gauche traditionnelle était possible. Et c'est vrai que ça aurait été bien parce qu'il y a tellement de réformes courageuses à mener que ça serait bien que le candidat de l'alternance, donc
à l'époque, François Fillon, j'espère qu'il va quand même l'emporter, une fois élu président, avait un mandat clair pour mener les réformes, et les syndicats ne pouvaient pas le menacer de mettre le pays par terre, parce qu'il avait une légitimité hyper claire et élu sur son programme face à un candidat de gauche. S'il est élu contre Marine Le Pen, c'est vrai que les syndicats vont pouvoir dire « Monsieur Fillon, on est désolé, mais vous savez très bien que vous avez été élu parce que les Français n'ont pas voulu franchir cette étape psychologique qu'ils sont incapables actuellement, je pense, d'élire Marine Le Pen à l'Élysée. Par conséquent, c'est pas du tout pour votre programme que vous avez été élu, et donc on va pas pouvoir faire rien faire. Ça, c'est un problème. D'accord. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus sur ce premier sujet. On a fait un peu plus de 20 minutes, me dit-on. Donc, je vais vous proposer un dernier sujet, peut-être un peu plus léger, mais sans doute plus dans la société en profondeur. L'idée, c'est... J'ai lu ça dans le JDD ce week-end. C'est une étude Médiamétrie qui dit que la majorité des Français, dès le réveil, c'est-à-dire quasiment au lit, se précipitent sur leur téléphone, leur smartphone, pour tous ceux qui en sont équipés, et vont sur les réseaux sociaux ou vont chercher de l'information sur le net. Et je voulais savoir si vous vivez ça comme ça. Donc comment vous faites? Quels sont vos rapports avec vos téléphones? Moi j'en ai. Comme je me dis très mal. Web radio, Moi, très bien. Alors allez-y. Alors vous avez la parole. Moi plutôt qu'ailleurs. Il y a un déplacement de la recherche des sources d'information parce que les sondages, et on en a eu quelques exemples ces deux dernières semaines. Moi j'ai envie que vous parliez de vous, pas de ce non, qui mais est dit dans... je fais justement, Comment vous faites un détour par les sondages en disant les gens déclarent que 70, 73, 75% des journalistes mentent. Alors pourquoi ils vont sur les réseaux sociaux? Pour essayer de recroiser des informations, alors avec plus ou moins de bonheur, ou d'en avoir, des bribes, des parcelles, etc. Tout le monde va à la pêche, en fait. Et vous nous, le matin, évidemment, au lit, vous êtes déjà en train de regarder votre compte Twitter? Ma femme ne me le permettrait pas. D'accord, elle a d'autres priorités, mais... Non, parce qu'on a mis en place des règles assez strictes sur ce plan-là. D'accord, pas d'écran dans la chambre. On vit les uns à côté des autres devant des écrans, on se parle plus, on vit plus. Moi j'ai 5 enfants, je veux quand même leur parler de temps en temps. D'accord. Et vos enfants, ils ont quel âge? Ils sont jeunes, de 12 ans à 1 an et demi. Et 12 ans, il n'a pas de smartphone encore? Il n'en aura pas. C'est papa qui interdit ça. Pas tout de suite du tout. Papa et maman. D'accord. Donc papa et maman, ils sont quand même sur les réseaux sociaux. C'est quand même... J'y suis, mon épouse non. On ne voit pas l'utilité. Moi j'y suis pour mes activités journalistiques diverses et variées. Journaliste et militante, parce que c'est une radio engagée. Ouais. Mais voilà, je n'y suis pas pour étaler ma vie, pour dire que j'ai pris un café à 9h, etc. Il y a deux sortes de réseaux sociaux. Il y a ceux qui sont narcissiques et ceux qui sont participatifs. Non, je crois qu'ils sont tous narcissiques. Oh non, sur Twitter, les gens disent pas moins jeu. Non, mais même, moins. Bon, ok. Mais vous, vous, Combaz, alors, je sais plus quel âge vous avez, mais vous êtes... 62 ans. 62 ans, ok. Donc on a juste 10 ans de différence, excusez-moi. Est-ce que c'est 10 ans qui font que moi, je passe ma vie sur le net? Non, je suis complètement dessus, mais justement avec discernement, c'est-à-dire je supporte pas le côté chat et chien de Facebook et les amicales de bullistes, etc. En revanche, j'aime bien le côté très étroit, très précis de Twitter. Quand on est drôle sur Twitter, ça se voit tout de suite. Quand on est nul, ça se voit tout de suite aussi. Dieu merci. Parce que les socialistes au pouvoir, là, nous ont abreuvés de sottises et d'orthographe lamentable. Najat Vallaud. Najat s'est fusillée elle-même. Un tweet de Taubira. Mais c'est incroyable. Il faudrait publier un livre. C'est invraisemblable. C'est des gens qui n'avaient pas le niveau. D'accord. Bon. Alors un excellent Twitter, c'est Renaud Camus qui fait des excellents tweets. Oui, mais c'est drôle, vous me parlez des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, parce que cette étude de Médiamétrie montre que les Français ont une pratique très intense des réseaux sociaux et d'Internet. C'est mauvais signe. Qui commence très tôt. C'est mauvais signe. Non, mais je veux dire, c'est mauvais signe parce que ça prouve que dans le JDD, on trouve pas tout, quoi. Oui, mais ça prouverait peut-être... Oui. Les Français commencent à réaliser qu'on les a lobotomisés pendant trop longtemps avec les médias mainstream, et ils utilisent les smartphones, les réseaux sociaux pour se réinformer. Alors, et ça, là c'est bien. encore, Si vous posez la question de est-ce qu'on est accro
Et est-ce que c'est un problème? Oui, bien sûr. Oui, c'est un problème. C'est ce que j'allais dire tous, parce que ça devient addictif et très rapidement. En revanche, c'est quand même un moyen d'avoir plus de liberté de penser et d'essayer dans l'enquête sur d'oser savoir, comme disait Kant. Vous n'avez pas lu cet article? Non, je ne l'ai pas lu. L'enquête sur le JDD précise ce que c'est aller sur les réseaux sociaux. C'est recherche d'infos ou c'est aller ou c'est se connecter dès le matin comme on prend cette étude. C'est aussi parfois en donner des infos. Parce que il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que les gens deviennent acteurs. Et ça, comme ils ont très peu l'occasion d'être acteurs. Et relais. Voilà. Relais donc, aussi. dans l'étude, pour répondre à votre question, il est bien fait la différence entre ceux qui vont sur les réseaux sociaux et donc les grands, on va dire Twitter, Facebook et Instagram et des choses comme ça, et puis ceux qui vont chercher de l'info sur le net. Et manifestement, c'est deux groupes différents. Ça ne veut, veut pas dire que ce sont les mêmes à un moment. Mais voilà, par contre, ceux qui se connectent dès le lever, moi je les ai tous les jours devant moi. Je suis enseignant dans le cadre d'une école de commerce et d'une université. Oui. C'est un vrai problème. C'est-à-dire, je n'arrive plus à enseigner. Oui, pour être très clair. J'ai eu la même expérience je vais mettre un tout petit peu de ma vie privée sur la place publique. Alors j'ai trouvé une panacée. J'ai fait la même chose et ça m'a énormément choqué. Ils étaient tous soit derrière leurs écrans et donc ils n'ont plus de papier. Ils sont tous en tablette ou ordinateur, plus téléphone portable branché. Ok, parce que ça m'intéresse. Moi, qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode pour vous débarrasser un grand sac plastique. Donc vous les prenez. Et puis en plus, non seulement je prends les téléphones en otage, mais quand ils me cassent les pieds, je change les cartes SIM. Non, je plaisante, j'ai pas le droit. Mais j'ai des collègues qui ont recours à des brouilleurs alors que c'est parfaitement interdit par le ministère de l'Éducation nationale. Ok, très bien. Alors, moi, je pense que c'est très important d'avoir accès à ces réseaux sociaux pour avoir accès à des sources d'informations alternatives. Et ce qui est aussi intéressant quand on lit, par exemple, je lis Dreuze qui est vraiment un site très intéressant, dreuze.info. On voit des choses très intéressantes dessus, c'est qu'on va voir ensuite les commentaires. Et ça permet de réfléchir. Il y a des idées, il y a des contre-argumentations qui sont très intéressantes et qui permet, avant de commencer sa journée, avant d'aller voir les informations, les médias mainstream, de se dire, bon, voilà pourquoi c'est faux, voilà pourquoi ils mentent, et voilà vers où on est manipulé. Et quelquefois, on anticipe déjà la manipulation qui a commencé à 8h et qu'on retrouvera à 11h sur les radios nationales. Sauf que le serpent se mord la queue, attention à l'élection, parce que l'élection de Trump a été fabriquée comme ça, celle de Marine Le Pen va bénéficier énormément de ce genre de technique. C'est-à-dire que Trump a visiblement mordu sur cet électorat-là, un électorat très réactif qui va chercher l'info le matin à 6h, qui déjoue les pièges des médias. Et donc là, il y a tout un jeu qui consiste à déjouer les pièges des médias mainstream en la défaveur de Marine Le Pen. C'est un jeu qu'on voit très bien à l'œuvre et qui va finir par mûrir jusqu'au moment où le complot généralisé va être dans tous les esprits 15 jours avant l'élection. Parce qu'il va y avoir probablement d'autres tentatives, et à ce moment-là, l'internet est un activateur de... Ça joue aussi pour François Fillon d'ailleurs. Oui. Il faut que vous soyez un tout petit peu plus près du micro. Mais la puissance des grands médias mainstream est encore très supérieur. Oui, parce que ce sont les marques comme ça qu'on va chercher. On va chercher le nom. On est en train de parler quand même d'une frange de la population assez faible, qui est celle qui va chercher l'information. Ce n'est plus tout à fait vrai. Sur les réseaux Moi, je suis un baby boomer de 62 ans. Okay. Ben voilà, c'est tout. Oui, mais je suis un romancier, mais nous sommes passionnés par la chose. Je suis pas d'accord avec vous. Ce que vous voyez pas, c'est que les 10 années qui viennent de s'écouler, avec la généralisation de Wanadoo, etc., dans le moindre village, les papis sont rivés à ça. Donc c'est bien plus implanté que vous ne le croyez. C'est tout à fait vrai. Il y a eu des expériences très intéressantes qui ont été menées, où on a donné à des gens plutôt au-delà de 70 ans des tablettes, juste à titre d'essai, et quand on a voulu les leur retirer, on leur expliquant que l'essai était terminé, ils ont dit mais il en est hors, c'est même pas un sujet de discussion, on veut les garder tellement ils étaient devenus accros. Donc effectivement, cette accrotitude, merci du beau néologisme, de pas me critiquer puisque vous critiquez ceux qui utilisent mal le français, cette addiction, cette dépendance, voilà, je l'ai rappelé, traverse les générations. Ok, j'entends. Mais en revanche, je rejoins ce que dit Beigbeder. Finalement, beaucoup des gens qui vont chercher de l'information vont sur les grandes marques qui sont déjà des médias mainstream. Donc finalement, est-ce que Internet est véritablement une source alternative d'information ? Alors, pas d'accord du tout, parce que les médias mainstream apportent l'information et on va ensuite sur les réseaux sociaux pour la commenter. Et dans les médias alternatifs, encore une fois, type Dreuze ou d'autres,
pour comprendre et voir le biais. C'est même tellement vrai, excusez-moi, que très souvent on prend un clip avec Windows du titre fautif dans le Figaro, par exemple, ce matin même. Je viens de le faire ce matin même. Le Figaro nous dit que l'otage philippin, allemand aux Philippines, a été exécuté. Je prends le clip et je dis, ça vous arracherait la gueule, le Figaro, de dire assassiné. Bon, voilà, ça c'est typiquement le genre de réaction quotidienne. Les gens commentent la presse et la corrigent en permanence. Et on se donne le droit. On est acteur de l'information maintenant. Et c'est ça la différence. C'est que les gens se disent, ok, je peux participer au débat. Et c'est cette frustration. Et je vous dis, ce que vous faites aujourd'hui ici, c'est aussi une façon de participer au débat. Et les gens qui regardent ça comprennent la manipulation qui existe sur les. Je vais ajouter une question. Je vais ajouter une question. Alors, attendez, je vais juste ajouter une question à ce sujet-là. D'après vous, dans les présidentielles, qui est celui qui utilise le mieux ces instruments Alors, de réseaux sociaux ? dans le côté manip, je pense que c'est Macron. Très clairement, c'est Macron. Non, c'est toute la galaxie Macron. Non, pas du tout. Non, il est niais comme dans tous les domaines. Il a fait appel à des cabinets. Vous savez, c'est grave de sous-estimer son adversaire. Honnêtement, c'est pas dur. Dans la politique, dans les affaires, je parle sous le contrôle dans la guerre. Je parle sous le contrôle de ceux qui nous écoutent et qui l'ont vu. Il est niais. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en matière technologique, il est tellement niais qu'il s'en remet à des algorithmes qui lui donnent, dans ses discours, les mots les plus porteurs du moment, et il les case, il en truffe ses discours. On a ça. On a aussi tous ces... Enfin bref, allez voir sur... C'est pas lui le meilleur de loin. Alors, en gros, cette sorcellerie, il ne la maîtrise pas. Effectivement, Marine Le Pen et ses sbires la maîtrisent bien plus. Lui utilise toutes les méthodes très marketing et les utilise mal, parce qu'elles finissent par se retourner contre lui, comme Juppé d'ailleurs, qui a fait téléphoner en automatique dans tous les villages, y compris le mien. 40 personnes ont reçu le jour du deuxième tour de la primaire un appel. Ici, c'est Alain Juppé, faites le bon choix, etc. Imbécile. D'accord. Il s'est mis. Excusez-moi, ça c'est vraiment de la vieille école. Il s'est mis à dos tout le monde. Alors attendez, on va céder la parole à Arnaud de Robert. Juste un mot. Trois choses. Sur la petite frange de population, comme on parlait de mon grand bonhomme, mon fils tout à l'heure. 12 ans. À 12 ans, c'est le seul à ne pas avoir un téléphone portable dans sa classe. Il est en 5e. C'est le seul. Donc en fait, on accoutume très tôt. Il y a vraiment un travail sur l'objet, la tétine. Premier point. Deuxième point, mes étudiants, eux, sont tous ailleurs quand on parle. Donc en fait, c'est toute une génération qui passe la totalité de sa journée sur les réseaux sociaux. Pas pour de l'information, mais donc qui prend, vous savez comment fonctionne un mur, ça déroule. Le cerveau adore la nouveauté, on le sait, c'est chimiquement, il préfère dérouler, il préfère les images. Donc là, entre deux petits blabla, entre amis, entre deux photos de vacances, il passe des titres d'infos. Donc de toute façon, ils sont pris. Ils rentrent dans l'espèce d'image de la journée. Et puis, il y a un troisième point dont on n'a pas parlé et qui me semble extrêmement intéressant. On parlait des médias mainstream, des grands médias, on parlait des médias alternatifs. Tout le monde se retrouve exactement à la même taille sur Facebook. Oui, et la plupart des gens... certains des followers plus moi, les autres. Hein. Je vois ce que les... On ne va plus sur Facebook. Non, mais ou sur Twitter, on s'en fiche. Ou sur YouTube. Ou Instagram, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est posté à la même échelle. Que ce soit un titre un article de Figaro Vox. C'est ça qui est flatteur pour le... Vous sous-estimez quand même la puissance de TF1, de RTL. Encore. Ah non, j'ai pas dit le contraire. Et que les personnes plus âgées de la population, qui sont celles qui votent le plus, même s'il y a des baby-boomers qui se mettent aux tablettes et aux smartphones, mais ce sont quand même une minorité, eh bien eux, ils ont le cerveau lavé par et donc ce qu'on décrit là, c'est un phénomène intéressant de reprise en main de sa capacité de jugement et de pensée, de se faire sa propre idée de ce qui se passe. C'est bien. Non, parce que là on a un outil qui permet de reprendre le pouvoir sur notre jugement. Quand on met d'un côté un site complotiste et sauf que c'est Figaro Vox, c'est que les gens le lisent à la même hauteur. C'est utilisé par une minorité. Parenthèse, le Figaro Vox, je me permets de dire, puisque le Figaro Vox m'a lourdé pour avoir balancé des informations justes, vérifiables par tout le monde, que le président était un analphabète. J'ai donc fait un article qui a été lu 180 000 fois à la fin de l'année 2015, et le Figaro ne m'a plus rien réclamé le lendemain. Donc il y a également un contrôle qui s'exerce sur la presse en ligne. C'est un crime de lèse-majesté. Non mais moi je vous ai posé une question, c'était qui était le meilleur sur les réseaux sociaux des candidats à la présidentielle. Et j'ai pas eu de réponse. Moi j'ai une mauvaise question ou vous n'avez pas d'opinion? Moi ma réponse elle est très claire. Macron techniquement. Non, c'est Marine Le Pen. Non, mais pas sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, elle est meilleure comme tribun, c'est un meilleur tribun. Mais sur les réseaux sociaux, moi je pense
mon analyse, c'est Macron, et je pense qu'on ne le voit pas beaucoup, mais Mélenchon est très actif sur les réseaux sociaux. Très actif. Non, il faut aller creuser. Va creuser sur le camp d'en face et va voir. Ils sont actifs. Ils nous touchent pas parce ils descendent pas sur nos fils d'actualité parce qu'on n'a pas d'amis mélenchonistes. Mais quand on se donne la peine d'aller regarder, c'est dommage. Voilà. Oui, j'en ai. Le paradoxe, j'en ai aussi. Le grand paradoxe pour rester dans la neutralité, c'est que des gens comme Dupont-Aignan, qui pourraient profiter en tant que petit candidat, disons, mais légitime, qui pourrait profiter de cet énorme appel d'air de l'internet, n'en profite que très mal. Il est très maladroit. Ses équipes sont pas du tout présentes. Mais est-ce que ça reflète pas tout simplement le manque de moyens d'audience? Non. Parce que les réseaux sociaux ne demandent pas des moyens gigantesques. C'est tout leur intérêt. L'énorme avantage pour ces petits partis d'Internet, c'est qu'ils pourraient faire un foin pas possible avec une base de départ assez faible. Oui. Ce qu'on fait, par exemple, ce qu'a fait très bien Soral. Donc j'ai entendu Macron, Mélenchon. Pour vous, Carsanti, Arnaud de Robert, qu'est-ce que... Oui, puis je pense que Marine Le Pen, en termes de véhicules, il faudra regarder les stats, mais... je pense que c'est là. Après, il y a un deuxième effet. Marine Le Pen, elle a une chaîne YouTube comme Mélenchon. Non, elle est diffusée partout. C'est la circuit et du relais d'infos. Je rappelle quand même que sur les 7 sites les plus vus en France, 4 sont de la fachosphère. Ah bon? Voilà. Dont F de Souche avec, je crois, 190 000 vues quotidiennes, qui est le deuxième site européen consulté. Voilà. Je dirais, c'est la mouvance nationale patriote, la réacosphère, la patriosphère, tout ce qu'on veut, on lui donne plein de noms. Et tout ce mouvement, tout ce magma qui bouge est très actif. Pas forcément très bon tout le temps, mais très actif. N'oublions pas que les Américains sont sur le coup. Et en plus, maintenant, derrière, il y a Breitbart. Voilà, Reddit et Breitbart, qui ont beaucoup œuvré pour Trump, et qui sont un peu les bras ballants en ce moment, ont décidé d'aider Marine Le Pen. Mais d'accord. Alors, stop. Breitbart, c'est Attendez, excusez-moi, très important. Breitbart, que je connais très bien aux États-Unis pour avoir passé beaucoup de temps et avoir travaillé avec aux États-Unis, n'ont strictement aucune affinité avec Marine Le Pen. Non, avec Marine Le Pen, c'est très important de voir. Et j'ai vu un petit peu, et j'ai vraiment travaillé avec eux surtout sur la branche Washington et Los Angeles. Ils n'ont vraiment pas du tout, ils ne sont pas en sympathie. Et il y a eu des erreurs de certains qui se sont amusés à faire des assimilations, comme ces gens qui se sont amusés à dire Marine Le Pen c'est Donald Trump. Non. Bon, en tout cas, Reddit, qui est au moins aussi gros que Breitbart, Reddit sont carrément son jardin Marine Le Pen. Ouais. Bon. D'accord. Et donc, vous pensez que finalement, c'est Marine Le Pen qui est la meilleure sur les réseaux sociaux? Oui, je pense que c'est la plus efficace. La meilleure, pas techniquement, parce qu'elle n'a pas toutes les techniques entre les mains. Mais ça ne sert à rien si on ne sait pas s'en servir. Elle sait très bien se servir de ce qu'elle a entre les mains. D'accord. Et Charles Beigbeder, vous nous avez beaucoup parlé de votre soutien à Fillon. Vous trouvez que Fillon est bon et que les Républicains sont bons globalement sur le net? Non, ce ne sont pas les meilleurs, c'est clair. Je pense qu'en effet, c'est plutôt... la réacosphère, je ne sais pas comment on l'appelle, qui est la plus efficace, c'est évident. Mais Mélenchon qui est très bon... Loin devant les autres, non, c'est sûr. Et qu'est-ce qui freine alors chez LR pour être dans cette tendance-là? C'est pas leur truc encore. Bon, enfin, ils essaient de mobiliser, ils sont un peu plombés par ils sont plombés par l'attaque des médias. Maintenant, François Fillon, son compte est bien tenu, et lorsqu'il fait un bon tweet, il peut être retweeté 800 fois, donc c'est bien. Mais c'est vrai que c'est inférieur en efficacité à ceux du Front National. Mais encore une fois, ils sont plombés. Je pense qu'on va passer un cap à un moment donné. Moi, je crois vraiment à la droite pavlovienne. Je pense que la droite, la vraie droite, va se rassembler. Et je vous dis très honnêtement... J'aime bien quand on rentre dans la vraie droite implique qu'il y en a une fausse. Donc vous allez parce que moi, je pense que Marine Le Pen n'est pas à droite. Je pense qu'elle se rapproche beaucoup plus de Mélenchon que de la droite. Et je vous dis une chose, dans son programme économique, dans tout un tas de comportements. Donc je vous dis seulement une chose, aujourd'hui, la vraie droite va se rassembler autour de François Fillon, et je suis prêt à lancer un pronostic, il sera au-dessus de 25%. D'accord, très bien. On va rester là-dessus parce que c'est vrai que vous n'avez pas fait de pronostic sur... Alors, moi, je me permets de refermer. N'oublions pas que toute chose égale par ailleurs, il peut se passer au moins 3 gros trucs qui bouleversent tout ce que nous venons de dire. Oui, alors ça, je suis à 100%. Ça, c'est vrai. On est tous d'accord pour dire que ça, c'est vrai. Une affaire venue de Russie qui peut affecter un candidat plutôt qu'un autre, on sait lequel. Un attentat. Oui. On vient d'en déjouer encore un. Bon. Et la troisième chose, c'était quoi? Et les violences urbaines. Ah, les violences urbaines. Oui. D'accord. Très bien. Bon, on restera là-dessus. Ainsi, on va conclure cette première émission de Tête à Clash. Tac. Merci d'avoir essuyé les plâtres avec nous. Et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt donc. Au revoir. Au revoir. Merci.